Bien, alors dans cette vidéo, on va démontrer et illustrer un théorème qui aura toute son importance en fait dans la suite quand on fera la partie échantillonnage et estimation, qui est le suivant. Si on considère donc une variable aléatoire z qui suit la loi normale centrée réduite et un nombre réel alpha quelconque entre 0 et 1, eh bien ce théorème nous dit qu'on peut trouver un unique réel u alpha, donc qui va dépendre de cette valeur alpha, positif, qui est telle que la probabilité pour que z soit compris entre moins u alpha et u alpha soit égale à 1 moins alpha. Géométriquement, voilà ce que ça donne, graphiquement. Je me donne un réel alpha à partir duquel je calcule 1 moins alpha. Donc on remarque d'ailleurs que 1 moins alpha est compris entre 0 et 1. Si alpha est entre 0 et 1, 1 moins alpha est aussi entre 0 et 1. Et l'idée, c'est que cette propriété me dit qu'on peut trouver un intervalle centré en 0, de sorte que l'aire entre la cloche et l'axe des abscisses, sur cet intervalle, soit égal à 1 moins alpha. Alors, la première remarque, c'est pourquoi 1 moins alpha et pourquoi on ne met pas directement alpha ici à droite. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui aura du sens quand on fera la partie échantillonnage et surtout la partie prise de décision, test d'hypothèse. En fait, alpha, à quoi ça correspond ici, cette valeur alpha? Ça correspond à ce qui est à l'extérieur, en fait, de cet intervalle. Si là, j'ai 1 moins alpha, à l'extérieur, on va avoir alpha. Ce sera une zone de rejet quand on fera des tests. On en reparlera un petit peu plus tard. Bien, alors, pour démontrer cette propriété, eh bien, on remarque que ce qu'on cherche à faire, c'est résoudre une équation. On cherche à trouver la solution de l'équation P de z compris entre moins u et u égale 1 moins alpha, où 1 moins alpha est un nombre entre 0 et 1. Si on cherche à montrer qu'une équation a une unique solution, l'outil qui va bien, évidemment, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, on va définir une fonction. Alors, pour mémoire, voici la densité de la loi normale centrée réduite, la fonction de densité, donc 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2. Et on va définir une fonction grand F de la variable u, où u c'est un réel positif quelconque, par grand F de u, c'est la probabilité que z soit compris entre moins u et u. Il se trouve que c'est l'intégrale de moins u à u de f de t dt. Géométriquement, cette fonction grand F, comment elle se comporte? Essayons de la comprendre un petit peu. Quand u vaut 0, eh bien, on est ici, l'intervalle 0, 0, grand F de 0, ça vaut 1. Et puis, vous voyez, pour différentes valeurs de u, on peut imaginer comme ça l'aire qui correspond. Grand F de u. Donc, première remarque, grand F de 0 est égal à 0. D'accord? Encore une fois, ça se voit géométriquement ou bien à partir ici de l'intégrale. Ça nous fait l'intégrale de 0 à 0 qui vaut 0. Et puis, deuxième propriété, c'est que la limite de grand F de u quand u tend vers plus l'infini, c'est 1. Ça vient du fait que si u devient aussi grand qu'on veut, l'aire entre la cloche et l'axe des abscisses va tendre vers 1. L'aire totale entre la cloche et l'axe des abscisses vaut 1. Voilà la première chose. Maintenant, il faut qu'on montre que cette fonction grand F est dérivable et est strictement croissante. Alors, continue plutôt, est strictement croissante. Alors, on peut faire une remarque qui est la suivante. Dans la mesure où notre cloche ici est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, je vous rappelle que la fonction f ici est paire, eh bien, grand F de u, c'est rien d'autre que 2 fois la partie à droite de u, si je puis dire. C'est-à-dire que grand F de u, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à u de f de t dt. D'accord? C'est-à-dire, cette aire-là, c'est 2 fois celle-ci. Oui, mais cette fonction-là, on sait ce que c'est. Il se trouve que la fonction qui a u associe intégrale de 0 à u de f de t dt, c'est la primitive de petit f.
qui s'annule en 0. On a vu ça dans le cours de calcul intégral. Conclusion, ma fonction grand F est bien dérivable, et sa dérivée, grand F' de U, eh bien, c'est 2 fois constante multiplicative, petit f de U. Or, petit f ici est une fonction qui est strictement positive. Conclusion, la dérivée de grand F est strictement positive. Ma fonction grand F est bien strictement croissante sur 0 plus l'infini. On a terminé. Ma fonction grand F, elle est dérivable, donc continue sur 0 plus l'infini. Elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Il se trouve que grand F de 0, c'est 0, et limite de grand F de U quand U tend vers plus l'infini, c'est 1. Conclusion, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation grand F de U égale 1 moins alpha, qui appartient bien, encore une fois, à l'intervalle 0, 1, admet une unique solution. Qu'on va noter donc U alpha, qui est positive. Autrement dit, on a bien trouvé un réel U alpha qui est tel que P de Z compris entre moins U alpha et U alpha était égal à 1 moins alpha. Alors comment est-ce qu'on calcule cette valeur de U alpha ? Regardons un exemple. Si on veut calculer, par exemple, U 0,1. U 0,1, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui est tel que la probabilité que Z soit compris entre moins U01 et plus U01 est égale à 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9. Autrement dit, on veut que P de Z compris entre moins U01 et U01 soit égal à 0,9. Si on se souvient des propriétés de calcul sur la fonction phi, que je vous ai précisé dans une précédente vidéo, eh bien ça nous fait 2 fois phi de U01 moins 1. D'accord ? Rappelez-vous, P de Z compris entre moins t et t, c'est 2 fois phi de t moins 1. C'est la dernière formule qu'on avait démontrée. Est égal à 0,9. Bien, le but du jeu, c'est de trouver U01. Eh bien, on va commencer par essayer d'isoler phi de U0,1. Donc, ça nous fait 2 fois phi de U01 est égal à 1,9. On divise par 2. Ça nous fait phi de U0,1 est égal à 0,95. Bien. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer cette valeur-là ? On pourrait le faire à la calculatrice, nous on va le faire en utilisant les tables. Si je regarde les tables, eh bien il va falloir que dans mes tables, je cherche ici pour quelle valeur de t, phi de t vaut 0,95. Quand je regarde mes tables de plus près, je vois que phi de 1,644, c'est 0,9495, c'est un petit peu en dessous. Et phi de 1,65, c'est 0,9505, c'est un petit peu au-dessus. On ne sait pas trop où elle est la valeur. Ici, on va prendre pile le milieu entre les deux, c'est-à-dire qu'on va prendre 1,645. Conclusion. U0,1, c'est égal à 1,645. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois,
j'insiste, ça veut dire que si on cherche un intervalle symétrique autour de 0 qui est tel que l'air ici soit égal à 0,9, d'accord, on cherche les bornes de cet intervalle. Les bornes de cet intervalle, c'est ce qu'on va noter U0,1. Ce 0,9 correspond à 1 moins alpha. Eh bien, on vient de calculer que les bornes de cet intervalle, c'était plus ou moins 1,645. D'accord, j'espère que c'est clair. Pour terminer, il y a deux exemples qu'il est bon de connaître parce qu'on les utilise très souvent et on peut les réutiliser tels quels en cas de besoin. Donc, le premier, c'est U0,01 qui vaut à peu près 2,58. Autrement dit, la probabilité pour que Z soit compris entre moins 2,58 et 2,58 est égale à 1 moins 0,01, c'est-à-dire 0,99. Autrement dit, pour une loi normale centrée réduite, 99% des valeurs vont être entre moins 2,58 et plus 2,58. Et un autre qui est extrêmement utile, c'est U005. Et celui-là, il vaut à peu près 1,96. On va le rencontrer énormément dans la suite quand on va parler d'échantillonnage. C'est-à-dire que la probabilité que Z soit compris entre moins 1,96 et 1,96, c'est égal à 0,95. Un approximé, parce que ce n'est pas une vraie égalité. On n'est pas très loin. D'accord ? Autrement dit, 1,96, ça me donne la taille de l'intervalle centré en 0 qui contient les 95% des valeurs du milieu. D'accord ? 95% des valeurs. Intervalle centré en 0 qui contient 95% des valeurs. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. La démonstration que je vous ai présentée, essayez de la comprendre dans les grandes lignes. Vu la situation, c'est pas très grave si vous ne comprenez pas tout le détail, elle n'est pas forcément évidente. Il faut utiliser la parité, donc la symétrie, le terme des valeurs intermédiaires. Il faut utiliser le fait que mon intégrale correspond à une primitive. Par contre, ce que vous devez vraiment savoir faire, c'est ce type de calcul. C'est-à-dire, étant donné une valeur de alpha, être capable de calculer la valeur de U alpha en résolvant cette équation. Ça se passe toujours de la même façon. On traduit ça en termes de probabilité, on pose le problème en équation. On utilise les règles de calcul sur la fonction phi. On isole phi. On regarde dans les tables phi de combien me va bien, et on conclut. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention.